Hi, good morning. Welcome. Hi, good morning. Welcome, everybody. Bonjour, je suis Jacob Reynolds, on a la politique MCC Bruxelles, et on m'a demandé de modérer cette discussion très importante sur le DSA, les ONG et la machine de propagande européenne. Je suis ravi de voir qu'il y a beaucoup d'intervenants. Je vais vous présenter tout le monde bientôt, présenter les orateurs. Le docteur Norman Norris sera à mes côtés. Il était un chercheur qui vient de publier un nouveau rapport fantastique, donc nous allons parler bientôt. C'est la fabrication et la désinformation ont lieu. Une propagande financée par l'Union européenne contre la liberté d'expression. Nous avons Virginie Geron, députée que vous connaissez tous, puis Steven Nicola Botovitz, député, et Tom van der Driech, député également. Je suis ravi de partager le podium avec ces trois députés européens. Si vous connaissez le Parlement européen, vous vous intéressez à la politique européenne plus généralement, vous saurez qu'il s'agit d'un groupe de députés assez spéciaux qui prennent tout à fait au sérieux les problèmes que pose le DSA, et s'intéressent à la liberté d'expression et qui ont beaucoup travaillé sur la question aussi des ONG. Je suis ravi d'être avec eux et d'avoir la possibilité d'aborder ce sujet très important. Un titre d'introduction pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi ce travail à MCC Bruxelles. Nous consacrons beaucoup de temps et d'énergie à dénoncer la façon dont la Commission européenne dépense beaucoup d'argent, l'argent des contribuables européens, pour promouvoir un réseau d'ONG, d'universitaires, de militants qui avancent des positions approuvées par l'Union européenne de façon un peu dérobée parfois. Vous savez comment cela fonctionne, mais bon, au cas où ce n'est pas le cas, la façon dont ça se déroule souvent est la suivante. La Commission de l'UE ou des figures éminentes des politiques européennes décident que des questions comme le fédéralisme européen, l'environnement ou l'activisme LGBT doivent progresser encore plus. Et donc, ils commencent à financer. Et qui finance-t-il? Des chercheurs, des gens qui défendent ces questions. Et bien sûr, ces organisations financées sont toujours celles qui partagent l'idée politique de la Commission européenne. Ces organisations, par la suite, publient des rapports, se lancent dans des campagnes, travaillent avec leurs amis des médias, avec toujours le même type de message. C'est-à-dire que l'Union européenne n'en fait pas suffisamment dans ces différents domaines et qu'il faut de nouvelles politiques pour faire progresser encore ce militantisme. Par exemple, quand l'Union européenne annonce des plans pour les politiques LGBTIQ ou un approfondissement des politiques environnementales ou la lutte contre la désinformation, eh bien, ils peuvent toujours dire qu'ils répondent aux inquiétudes graves évoquées par les groupes de la société civile. Mais ce n'est pas la société civile telle qu'on l'entend traditionnellement. C'est un réseau qui dépend fortement de l'argent de l'Union européenne et qui a des liens très étroits avec l'Union européenne. Et surtout, l'Union européenne joue son rôle et puis elle se retrouve radicalisée par les plus extrêmes parmi ses militants. Nous avons publié un certain nombre de rapports dénonçant certains éléments de ces campagnes. Nous sommes ravis que cette question ait un plus grand écho dans le public maintenant. Comme vous le savez, il y a la Cour des comptes européenne qui a été obligée d'admettre que ce financement des ONG, malgré l'insistance de la Commission, n'était pas du tout transparent. Donc nous sommes ravis de partager avec vous nos travaux les plus récents. Le docteur Norman Lewis va s'exprimer dans un instant quant à la façon dont l'UE fabrique une panique morale autour de la désinformation en finançant tout un ensemble d'organisations qui dressent un tableau apocalyptique de ce problème que l'on nomme entre guillemets désinformation et exige de plus en plus d'actions pour réglementer cette expression. Mais avant que Norman intervienne, je voulais juste vous parler d'un autre rapport que nous venons de publier. C'est la machine des médias de Bruxelles.
Ce rapport reprend tout un ensemble d'exemples de la façon dont l'Union européenne finance des médias afin de répéter tout simplement les positions de l'Union européenne. Ce rapport dénonce un certain nombre de mécanismes mis en place par l'Union européenne pour ce faire. Et ce qui est plus important, c'est IMREG, ces mesures d'information pour la politique de cohésion de l'Union européenne. Et là, nous avons découvert au moins 40 millions d'euros qui étaient dépensés pour des campagnes pro-UE et pour chanter les louanges de ce financement de la cohésion. Et ce qui est à noter dans ces campagnes, c'est que, en fait, elles ne portent jamais sur la promotion de certains projets spécifiques financés par la politique de cohésion, mais qui sont là, en fait, pour promouvoir l'UE, les positions de l'UE dans son ensemble. Et ces projets, souvent, font référence à renforcer un sentiment d'appartenance à l'Union européenne ou sensibiliser au bon travail fait par l'Union européenne ou montrer comment les politiques de l'Union européenne améliorent la vie personnelle des gens et veulent rapprocher l'Union européenne, la rendre plus visible. Bon, heureusement, nous savons que l'Union européenne, lorsqu'elle devient plus proche et plus visible par les citoyens, mais c'est là que les gens commencent à s'opposer à ce qui est fait. Voilà, nous avons eu l'exemple d'un grand journal italien qui parlait de ses avantages sans même citer le fait que les articles eux-mêmes étaient financés par l'Union européenne. Et puis, une autre chose inquiétante dans le rapport que je voulais souligner, nous montrons qu'il y a un lien de plus en plus étroit entre les institutions de l'Union européenne et les agences de presse. Toutes ces organisations, vous savez, qui diffusent les informations un peu partout en Europe. Et souvent, les articles que vous lisez, même dans la presse locale ou régionale, sont repris mot pour mot de ces grandes organisations de dépêche. Et c'est ainsi que les informations sur l'UE sont diffusées dans l'Union européenne. L'Union européenne a toujours un lien étroit avec ces organismes. Il y a eu un projet de 2 millions d'euros pour mettre en place une salle de presse de l'Union européenne qui rassemblerait toutes ces agences dans une même salle afin de créer une production centralisée d'informations, voilà, pour produire du contenu sous le regard des experts en matière de fact-checking des informations. Et ils étaient même prêts à fournir une formation directement aux personnes travaillant dans ces agences. Alors, vous voyez bien, le contenu produit en ce lieu serait toujours favorable à l'Union européenne et permettrait toujours des commentaires des think tanks favorables à l'Union européenne. Voilà, Norman va parler, entre autres aussi, de la façon dont l'Union européenne fait, par exemple, des efforts comme l'Observatoire européen des médias pour rassembler des experts en désinformation, et il travaille directement auprès des médias pour faire en sorte que la soi-disant désinformation ne soit pas diffusée en ligne. Et puis enfin, on ne peut pas être ici au Parlement européen sans dire que le Parlement européen entreprend aussi des efforts de propagande. Au cours des dernières années, 30 millions d'euros ont été dépensés par le Parlement européen sous forme de bourses à des organisations de médias, et la plupart se concentrent sur une légitimisation des institutions et sur les tentatives de persuader les personnes dans toute l'Union européenne pour dire que l'Union européenne, voilà, fait partie d'une démocratie européenne très vivante, mais tous ces efforts ont redoublé au cours des dernières élections parlementaires, ce qui ne vous surprendra pas. Voilà quelques exemples de ce que l'on représente dans notre rapport le plus récent sur la machine des médias de Bruxelles. Et je voudrais rappeler l'engagement qui est le nôtre, qui est de dénoncer le travail des ONG, des militants, des universitaires qui s'assurent qu'il y a un seul discours approuvé et qui est diffusé partout en Europe. Voilà, c'est un travail en cours. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en phase de préparation. On a déjà beaucoup travaillé sur ce sujet, et si vous allez sur notre site Internet, vous verrez ces rapports qui ont déjà été publiés et que nous avons eu la chance de présenter à plusieurs institutions. Si vous-même vous intéressez à ce sujet, si vous travaillez de façon plus approfondie, eh bien, c'est toujours intéressant de travailler avec des partenaires afin de mettre en lumière tous ces dangers pour la démocratie européenne lorsque la soi-disant société civile
a en fait été remplacé largement par les institutions européennes. Voilà tout ce que j'ai à dire à titre d'introduction. Comme j'ai dit, nous avons de très bons orateurs qui vont y revenir en détail, mais avant tout, je vais donner la parole à mon collègue, le docteur Norman Lewis, qui va présenter le travail effectué dans son dernier rapport. Merci. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici. Et je remercie en particulier Virginie d'avoir organisé cet événement. C'est un sujet tellement important qui ne fait pas l'objet de débats suffisamment importants au Parlement européen. Donc, c'est très bien de voir qu'il y a des partis qui prennent au sérieux cette liberté d'expression et qui reconnaissent les dangers auxquels nous devons faire face. Je ne veux pas être exagérément, dramatisé exagérément, mais nous faisons face à une vraie menace. Le rapport que nous venons de publier montre qu'il existe un processus tout à fait systématique en cours qui corrompt tout ce qu'il touche. La société civile, les organisations de la société civile, les universités, toutes ces institutions qui devraient être indépendantes, qui devraient diffuser également des points de vue critiques, contribuer au débat démocratique, qui devraient contester, tous font peu à peu partie d'une machine qui est là pour fabriquer ou orchestrer un contenu. Et surtout face à la montée du populisme ou ce qu'ils aiment appeler l'extrême droite, ces mouvements qui remettent en cause un grand nombre des affirmations sur lesquelles se fondent l'UE et ses institutions. Alors, je vais présenter mes excuses. Le ministère du contrôle du discours n'a pas approuvé mon intervention. Et s'il y a des fact-checkers indépendants financés par la Commission ici qui veulent vérifier mes notes, eh bien, sans aucun doute vont-ils montrer du doigt certaines erreurs factuelles. Bon, mais pour être sérieux, parce que c'était une plaisanterie, c'était pour rire, mais c'est vraiment ce qui se passe. Il y a un script qui est approuvé et qui nous dit ce qui est acceptable ou inacceptable, ce qui est légitime et ce qui est délégitimisé d'un point de vue politique. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir en détail. Quand on y pense, la Commission, et là, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le projet que nous avons découvert, enfin, ces projets, il y en a 349 que j'ai cités, qui représentent des dizaines de millions d'euros. Eh bien, voilà, ce n'est que la partie visible. Une grande partie de ce financement est cachée dans des projets, des bases de données. L'information, nous l'avons récoltée à partir du portail sur les appels d'offres et à partir des bases de données. Mais il y en a d'autres encore que nous n'avons pas analysées, alors que nous savons qu'il existe d'autres projets qui n'ont pas le titre de discours de haine ou de désinformation, mais qui sont dans la même veine. Et si vous regardez par exemple sous le titre santé mentale, vous verrez qu'il y a beaucoup de projets, je crois qu'il y en a 240, et lorsque vous les étudiez, ils ont un lien très vague avec la santé mentale, mais ils ont tout à voir avec le fait de préparer les jeunes à la façon de gérer les médias sociaux et le discours de haine en ligne. Et quand on analyse ces projets, on voit qu'ils font partie de ce même discours. Et ce qui est le plus insidieux dans ces projets, c'est qu'ils s'adressent aux jeunes. Et c'est ce qu'on appelle l'inclusion, la co-création, tous ces termes qu'ils utilisent pour masquer le fait que ce qu'ils font ou que leur objectif, c'est d'endoctriner les jeunes pour les endoctriner, les amener à utiliser ce langage UE. C'est très important de comprendre qu'ils dépensent beaucoup d'argent, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'ils dépensent plus
sur ces sujets, par exemple, que sur la recherche contre le cancer. Et il y a, ou la recherche transfrontalière contre le cancer en Europe. Ça montre bien quelles sont les priorités. Et ça fait froid dans le dos. Ils ont plus peur de la liberté d'expression que de financer la recherche qui pourrait empêcher 2 millions de décès par an en Europe à cause du cancer. Alors ça montre bien qu'il y a là une vraie peur. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit de façon accidentelle. C'est intentionnel. Il y a un objectif. C'est de s'assurer que le discours qu'ils veulent voir adopté par les gens est rendu légitime et se fait entendre. Donc, ce rapport ne couvre pas la question de l'argent du contribuable, la façon utilisée de façon totalement irresponsable pour ces projets. Ce rapport porte de façon plus importante sur le déficit démocratique, la menace démocratique que cela représente. Et c'est vraiment un signal d'alarme qui met en lumière le fait qu'il y a une attaque systématique contre la liberté d'expression en Europe, alors que c'est la base de la démocratie. Moi, j'appelle ça le ministre du contrôle du discours. Et en fait, c'est tout ce réseau. Hein, on a déjà parlé de la façon dont fonctionne ce réseau. Et une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce réseau, c'est une sorte de boucle qui s'auto-alimente. Que font-ils? Ils financent des organisations qui font de la soi-disant recherche, et j'y reviendrai bientôt, pour prouver que le discours de haine existe, que c'est une vraie menace pour l'avenir de la démocratie, et que chacun de ces projets, chacun de ces projets se termine par la même affirmation: il faut faire plus de recherche. Il faut faire plus de recherche, parce qu'il y a beaucoup de discours de haine masqué, caché. Et alors, si c'est difficile de trouver ce discours de haine, c'est pas parce que les gens veulent le cacher, c'est parce que personne ne peut définir ce que c'est. Et le discours de haine, si on regarde l'histoire, la façon dont les choses ont évoqué, comment on est passé du racisme à la religion, aux questions de genre. Chaque semaine, il y a un nouveau groupe minoritaire qui est vu comme menacé de haine. Les personnes de grande taille, les roux, les gros, c'est un expert en expansion infinie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quiconque reçoit de l'argent ou participe à ces projets confirme finalement ce qui a déjà été affirmé par la Commission, c'est que c'est un problème. C'est-à-dire que c'est un cercle qui ne cesse de se répéter et on continue à financer cela parce qu'on prouve que ce grand problème existe. Je crois que c'est le point le plus important du rapport, c'est l'utilisation du langage, comment on influence un langage légitime qui permet de comprendre la politique et la liberté d'expression. Ce n'est pas une attaque contre la désinformation, comme ils le prétendent. C'est une attaque contre le désaccord. On ne s'en prend pas à la liberté d'expression, on s'en prend à l'expression libre. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent hors la loi le désaccord, parce qu'ils disent que le langage utilisé, par exemple, en faveur de la souveraineté nationale ou l'opposition au pacte vert, c'est un discours d'extrême droite, de haine ou de désinformation, et que donc c'est quelque chose qui est déclaré inadapté, ne peut pas être répété par les personnes normales. Donc ce qu'ils font, en fait, c'est contrôler la pensée et ce qui peut être perçu comme un désaccord légitime au sein de l'Europe.
C'est donc une attaque fondamentale contre la démocratie, contre le droit de contester les idées, contre l'existence d'un débat ou de clarification sur des questions importantes que connaissent les citoyens européens. C'est un consensus mis en place du haut vers le bas, très autoritaire. Et bien sûr, ça se fait toujours au nom de la défense de la liberté d'expression. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que on ne peut avoir de consensus que lorsqu'on exprime librement ce langage d'approbation accepté par la Commission. C'est-à-dire qu'on a le droit d'exprimer leur liberté, leur vérité, pas d'autres vérités. C'est fondamentalement une approche malhonnête de la politique, où on nourrit le public de ces euphémismes, de cette nouvelle langue, où les intentions sont cachées derrière cette langue qu'ils utilisent. On le voit dans les acronymes, si on lit leur rapport que nous avons publié. Voilà ces superbes acronymes comme FAST, LISA. D'ailleurs, je veux dire que bon, ce ne sont pas des acronymes. C'est juste une combinaison d'acronymes et du mot grec mantia qui veut dire divination, révélation. C'est-à-dire que c'est une sorte de rituel qui vise à cacher les intentions derrière ces jolis mots. Alors on a par exemple des choses comme FAST LISA. Bon, vous le savez, parce que vous êtes tous éduqués. L'acronyme, c'est l'utilisation de la première lettre d'une phrase pour l'abréger. Bon, mais pas pour lieu. On pourrait utiliser ce mécanisme comme pour FAST LISA, pour quelque chose de très beau. On dirait un assistant numérique ou une marque de dentifrice ou quelqu'un qui vous dit comment prendre vos médicaments, ça a l'air très bien. Mais FAST LISA, ça veut dire quoi? Fighting hate speech through illegal ICT and social linguistic approach. C'est fantastique, non? Ouais, combien de temps est-ce que ces gens ont passé pour trouver ce genre de nom? Ça veut dire quoi? En fait, c'est un protocole de rééducation pour les jeunes, pour qu'ils ne pensent pas de façon critique, mais pour qu'ils deviennent des agents locaux qui utilisent cette terminologie, cette nouvelle orthodoxie du langage. Voilà, c'est ça, FAST LISA. Et puis, il y a un projet qui s'appelle Vigilance, Vital Intelligent Investigate Illegal Disinformation. 3,3 millions d'euros pour ce projet. Et en fait, ça donne à la police le droit de supprimer des données et de créer une base de données pour les forces de l'ordre qui utilisent l'intelligence artificielle pour savoir si vos tweets sont une micro-incitation, une micro-agression. Et voilà ce projet. C'est pour donner à la police le droit de dire ce qui est un bon discours. Ça, c'est vigilant. Oui, quand j'ai regardé ça plus en détail, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont nous-mêmes, qui sommes critiques, nous nous sommes laissés entraîner dans ce langage, cette langue, la façon dont ils ont façonné notre langage. Prenez le DSA comme point de départ. J'ai déjà écrit un rapport où j'ai répété toujours ce terme Digital Service Act, comme si c'était juste un autre texte législatif tout à fait bénin. Mais on le regarde et on voit des services numériques. On ne parle pas d'une loi sur le discours numérique ou de la surveillance numérique. On parle de services. Et ce service, c'est comme un cheval de Troie qui cache quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que c'est une attaque contre le discours. C'est un texte législatif qui
dit que la Commission et les entreprises des médias sociaux non responsables peuvent définir ce que l'on peut ou ne peut pas dire en ligne. Et que si on ne respecte pas cela, on va subir des amendes, par exemple. Les services. Si on y réfléchit, c'est comme si les entreprises de médias sociaux étaient comme ceux qui vous fournissent l'eau, l'électricité. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle du droit fondamental à l'expression, le droit démocratique à exprimer son opinion. Et c'est ça qu'on transforme en service. Et la façon dont la Commission peut le présenter, c'est que, voilà, ils veulent juste s'assurer que il y aura une bonne prestation de service. C'est-à-dire qu'ils rationnent le discours comme si c'était une matière première et pas un droit. Et ce sont eux qui déterminent qui peut dire ou ne pas dire ce qui est légitime ou pas. Et nous utilisons ce terme comme s'il n'était pas important, alors qu'il est absolument fondamental pour la mise en place d'un discours qui, en fait, est antidémocratique. Voilà, bon, je vois que je m'attarde un peu, là, je suis un peu long. Oui, en fait, je voulais faire passer deux messages. Premièrement, concernant la recherche. L'idée selon laquelle vous faites de la recherche pour fournir des réponses corroborées au lieu de trouver quelque chose de nouveau, en fait, cela veut dire que on réduit la recherche et le monde universitaire à la corruption de ce que l'on veut faire. Et cela illustre très bien le fait qu'il y a une crise très profonde qui est en cours au sein de l'Union européenne, parce qu'il faut dépenser ces sommes pour fabriquer ce discours. Cela veut dire que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas la manière dont les choses se passent en Europe, dont le commun des mortels voit la situation. En fait, ce dont il s'agit, c'est de dicter aux masses, à la démos, ce que l'on peut faire et ne pas faire. Parce que l'Union européenne sait ce qu'il faut faire. Nous ne sommes que des mortels qui ne pouvons pas avoir une pensée autonome. Il faut nous dire quoi penser, il faut nous contrôler, il faut que nos pensées aillent dans un certain sens. C'est vraiment ce dont il s'agit. Et je conclurai sur une dernière remarque. Si l'on veut faire revivre la démocratie en Europe, il faut en revenir aux anciennes valeurs européennes de la Renaissance, ou bien en revenir à Spinoza, qui dont les paroles devraient être affichées sur tous les bâtiments de l'Union européenne. Il faut en revenir vraiment à ces fondamentaux. C'est aujourd'hui un test de civilisation, de la survie de notre civilisation et de nos démocraties. Si nous ne pouvons pas dire ce que nous pensons, eh bien nous oublierons bientôt de penser. Merci. Merci. Il y a beaucoup plus dans le rapport que vous avez reçu. Vous pourrez le lire lorsque vous le souhaiterez. Je voudrais maintenant passer la parole à Virginie. Merci Jacob. Merci docteur Norman Lewis pour cet excellent rapport et merci à vous tous d'être aussi nombreux. Je vais effectivement m'exprimer en français. C'est plus facile pour moi parce que le sujet est trop important pour rater des mots et je remercie les interprètes d'être présents. Effectivement, j'ai souhaité organiser cette conférence parce que vous le savez, c'est un sujet que nous avons en commission compte dont je fais partie et qui a fait couler beaucoup d'encre depuis cette année avec le rapport, comme Jacob l'a mentionné, le rapport de la Cour des comptes qui met en avant cette problématique de la gestion de la commission qui est floue, qui est non transparente, mais on le savait puisque nous avons aussi eu cette décision de justice contre Madame van der Leyen qui cache ses SMS. Donc c'est un sujet intéressant et moi je vais l'aborder d'une autre manière parce que, et ce rapport je vous invite vraiment à le lire,
Et également l'autre de Monsieur Thomas Farcy, qui déjà mettait un pavé dans la mare avec un autre rapport qui déjà mettait en avant cette problématique de la non-transparence et de toutes ces ONG. Celui-ci, donc, va plus loin puisqu'il démontre la machine de propagande. Le mot propagande, vous savez, c'est un terme qui est très ancien, qui a été utilisé par beaucoup d'Américains, notamment au cœur de la démocratie libérale américaine, avec 2 livres qui sont emblématiques, de Noam Chomsky, La fabrique du consentement, et l'autre de Bernays sur la propagande. Et en fait, un mot qui est plutôt péjoratif est aujourd'hui complètement assumé par la Commission, parce qu'elle a un objectif. Et pour introduction, je vais vous lire un article du Monde diplomatique de 1996, pour vous dire qu'on n'a rien inventé, que la machine, effectivement, de propagande n'a pas fonctionné, puisqu'il y a eu des moments historiques où le peuple a refusé cette machine. Cette machine qui pousse la fédéralisation de l'Union européenne, avec des référendums qui ont dit non à la construction de cette Union européenne, et des votes, parce qu'effectivement, la montée, vous l'avez dit, des partis dits populistes fait qu'il y a une réticence à cette construction de l'Union européenne comme Bruxelles le veut. Alors, moi je vais vous lire cet extrait parce qu'il est important, il date de 1996. La communauté européenne du charbon et de l'acier, dans son ensemble et la haute autorité en particulier, dépense des sommes croissantes pour amener des journalistes à suivre les débats de l'Assemblée commune ou à assister à des journées d'études, conférences de presse ou autres manifestations pour convaincre les journaux, et non des moindres. Elle n'hésite pas à prendre à sa charge les frais de voyage des rédacteurs. Elle offre aux mêmes journalistes une indemnité journalière qui couvre largement leurs frais d'hôtel et d'entretien. Des journalistes sont invités à écrire des reportages sur tel ou tel aspect de la CECA ou de son œuvre. L'organisation européenne achète ces reportages et les publie dans des revues moyennant paiement. Rien, en effet, n'a changé depuis 30 ans dans les relations des institutions européennes avec la presse. Je relis un autre extrait de cet article parce qu'il est vraiment important. Je vous invite, je vous le partagerai parce que tout est écrit et rien n'a changé. Après la signature du traité de Rome en 1957, la doctrine sera peaufinée et durcie. Le service d'information doit poursuivre une action d'ensemble assurant la formation et le développement d'un climat favorable dans l'opinion et une véritable éducation du public en recourant à tous les moyens modernes d'expression. Un groupe de porte-parole est créé en marge du service d'information. Il aura la responsabilité de l'opportunité d'informer et le monopole de l'orthodoxie. Tout était déjà dit en 1996. 2 cibles étaient à l'époque prioritaires, et vous l'avez mentionné, et ils sont toujours les mêmes. Les jeunes et les femmes. Les jeunes parce qu'ils sont stratégiquement judicieux d'agir là où la résistance est plus faible. En octobre 1995, la Commission décide de lancer 3 grandes actions prioritaires en matière d'information, dotées d'un budget de 50 millions d'écus, soit 324 millions de francs, l'une sur l'union économique et monétaire, la seconde intitulée « Construisons l'Europe ensemble » et la troisième « Citoyens d'abord » qui s'adressera prioritairement aux jeunes et aux femmes. Comme je l'ai dit, 30 ans après, rien de neuf sous le soleil. Mais la situation, en fait, s'est empirée pour les fédéralistes. Perte des élections, montée des partis souverainistes, parti qui décrit cette bureaucratie étouffante et chère. Le dernier exemple, qui a été pour moi un élément fondamental dans ce combat, parce que c'est un combat que nous allons mener, c'est la panique à Bruxelles suite à l'annulation des élections en Roumanie. Parce que là, on a atteint un autre niveau. Personne ne peut plus ignorer que des ONG obscures sont instrumentalisées pour contester les élections et pire, que la Commission s'ingère désormais dans l'organisation des élections nationales au prétexte du DSA. Est-ce que ce type d'ONG doit recevoir des fonds européens? Ce sujet est donc d'une importance capitale pour comprendre ce qui se cache derrière des livres blancs, des codes de bonne conduite, du financement de certaines ONG. Vous l'avez dit, Dr Norman Lewis, c'est un ministère. C'est un ministre du contrôle de l'opinion, du narratif. Et on va aller plus loin parce que ce que je vais vous montrer avec ces ONG, et vous avez très bien mis en avant cette problématique de cette mise en œuvre d'un écosystème de la Commission qui donne des fonds à certaines ONG pour promouvoir un certain discours. Et l'autre outil, c'est le DSA qui censure toute critique.
Et c'est important parce que c'est quoi la conclusion? On a donc une machine de propagande qui a un objectif. Elle voit que depuis des années, elle n'y arrive pas. Donc, elle utilise cet écosystème d'ONG qui sont favorables à ce discours et qui d'ailleurs ne sont pas toujours des ONG. On l'a vu avec l'affaire du Qatargate où vous aviez Fight for Impunity ou No Peace Without Justice. C'était des ONG bidons qui étaient utilisés pour certains députés socialistes. Alors, vous l'avez dit, c'est 649 millions d'euros dans des projets bidons qui relèvent de structures de propagande ou de contrôle de narratif que de vraies recherches finalement scientifiques. Parce que là aussi, c'est un scandale. On a des fonds dits Horizon pour promouvoir la recherche et l'innovation qui sont finalement utilisés pour promouvoir un discours de l'Union européenne pour pousser les gens finalement à penser que d'une seule manière. Et je dois dire que vous l'avez encore signalé, c'est-à-dire que ces fonds qui sont normalement destinés aussi à la lutte contre le cancer, où il y a, vous le notez très bien dans votre rapport, ces fonds sont plutôt utilisés pour des consortiums, des think tanks. Et là aussi, je vous invite à aller voir, parce que ce qui est bien quand on est député européen, c'est que nous avons accès à des rapports, et c'est l'utilité de faire ces échanges avec vous, parce que vous allez plus loin dans nos recherches, et ça nous permet, nous, d'aller plus loin dans nos investigations. Et moi, j'ai découvert, c'est vrai, cet observatoire. Vous en avez fait mention dans votre rapport. Un observatoire, le pouvoir des narratifs. On a financé ce truc, je dis ça, ce truc, 1,2 million d'euros. 1,2 million d'euros. Au final, c'est 3,3 millions pour des think tanks qui sont en plus souvent d'une opacité certaine, parce qu'il y a 3 ou 4 dirigeants et des rapports finalement où c'est de l'autopromotion. Et dedans, en plus, dans ce rapport, qui est intéressant parce qu'on voit bien qu'ils veulent lutter contre certains narratifs en identifiant des mots-clés. Donc, dans vos propos, si vous utilisez bureaucratie, ou vilain, j'ai entendu, on est des vilains. Donc on est en rouge et on est, avec l'intelligence artificielle, tout de suite banni. Donc ce qui est intéressant dans ce rapport, sur la forme, c'est que c'est l'Union européenne qui finance ça à hauteur de 1,2 million pour lutter contre notre propre vision de l'Union européenne et donc combattre, nous, le fait qu'on critique cette bureaucratie. Et finalement, pas de contrôle sur ces gens, puisque on ne sait pas combien sont rémunérés, non-transparence de ces fonds, parce qu'effectivement, il faut aller plus loin, et vous avez fait ce travail, et alors que nous sommes en commission compte, nous avons, et ça aussi, c'est important de vous le dire, c'est qu'en commission compte, quand on veut avoir accès à un contrat, nous sommes limités d'accès, c'est-à-dire qu'on a droit qu'à avoir un seul contrat, et en plus, on ne peut pas faire d'impression, on ne peut pas faire de photocopie, et je ne devrais même pas pouvoir vous en parler. Donc c'est aussi ça, la problématique de cette Union européenne, de cette commission, qui veut tout contrôler et tout mettre dans l'opacité. Ce qui est important aussi, c'est de se rappeler le discours de Madame von der Leyen, il y a 2 ans, à Davos. Elle avait dit que sa priorité dans les 2 ans à venir, donc nous y sommes, c'était de lutter contre la désinformation. Pourquoi je rappelle ce discours? Parce qu'il est clé dans la construction de cet écosystème pour promouvoir un discours et lutter contre des gens comme nous, où on a cette liberté d'expression, où on s'autorise de critiquer l'Union européenne, d'où le DSA, qui est aujourd'hui utilisé par certains députés pour pousser la Commission à aller à contrôler et même parce que la Commission, avec cette commissaire, Madame Henna Virkkunen, a compris que la liberté d'expression était quand même une valeur de l'Union européenne, ce que certains aujourd'hui oublient, parce qu'on a des députés, surtout socialistes, qui veulent aujourd'hui fermer X, fermer TikTok, parce que comme il y a un défaut de contrôle et comme il y a cette liberté d'expression, ça les gêne, et comme ils perdent aussi les élections, ça les gêne encore plus, donc ils veulent tout fermer. Et donc c'est intéressant de voir que cette commission, donc vous l'avez vu avec ce rapport, a mis en œuvre un écosystème pour promouvoir ce discours. Ça ne fonctionne pas, on l'a vu depuis 30 ans, ils ont essayé de le faire avec les médias, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on essaye de le faire sur l'ère du numérique, puisque vous avez bien compris que nos jeunes ne regardent plus comme nous la télévision et sont sur Snapchat, sur TikTok. Et c'est vrai que nous, hommes politiques, nous utilisons ces réseaux sociaux, mais pourquoi aussi ?
parce que beaucoup de médias mainstream ne nous invitent pas. Je sais que Tom va pouvoir en parler. En Belgique, ils ne sont pas du tout invités. Ils ont même décidé de ne pas les inviter sur les plateaux. Donc, c'est aussi ça, la liberté dite d'expression dans l'Union européenne, totalement assumée par certains journalistes. Et donc, nous avons cet outil, l'ère du numérique, qui est aujourd'hui mis comme en avant par certains dits libéraux pour nous limiter dans cet accès à la liberté. Donc on utilise le DSA, et vous l'avez très bien rappelé, c'est Digital Services Act, et qui est devenu un Digital Surveillance Act. Ce Digital Services Act, il a été négocié dans une commission qui s'appelle Marché intérieur. Il n'a pas été négocié dans la commission Liberté. Il n'a pas été négocié dans une autre commission culte au regard des médias. Il a été négocié dans cette commission. Et pourquoi? Parce qu'au départ, c'était un document qui était pour réguler les marchés intérieurs au regard des pays tiers qui envahissaient le marché de produits dits illicites, illégaux, de la contrefaçon, et aussi pour limiter notre marché. Ce qui n'était pas finalement très négatif. Mais au fur et à mesure de la construction de ce document, il y a eu le rachat par Elon Musk de Twitter, ce qui a posé problème à M. Thierry Breton quand on négociait. Et au fur et à mesure de l'écriture de ce dossier, on a bien vu qu'il y avait des amendements qui ont poussé à refaire le texte pour limiter la liberté d'expression, avec notamment les signaleurs de confiance. Vous en parlez dans votre rapport. Qu'est-ce que c'est des signaleurs de confiance ? Là aussi, c'est un débat aussi qu'on va devoir mettre aussi en avant. Des autorités nationales, donc ici en France c'est l'ARCOM, vont décider qui va pouvoir signaler à la Commission ce qui est bien ou pas bien dans vos propos sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner une anecdote. En France, un signaleur de confiance a été agréé. Vous savez qui c'est? Je pense pas, parce que même nous, on est tombé de la chaise. La CGT. La CGT est devenue signaleur de confiance. La CGT, c'est quoi? C'est un syndicat communiste qui, d'ailleurs, passe son temps à nous attaquer. Donc, vous voyez un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. Donc un écosystème, donc avec des ONG qui sont financées, et là vous l'avez dit, 649 millions d'euros, c'est juste une partie de l'iceberg. Il faut qu'on va creuser plus loin pour voir ce qui se cache derrière, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des faux think tanks, il y a des fausses ONG. Là, je vais vous donner un autre exemple, une autre fausse ONG où on vous dit que il faut bien utiliser l'argent des citoyens. Oxfam. Ça vous parle, je pense qu'en Belgique aussi, vous connaissez cette ONG qui est là pour lutter contre la pauvreté dans le monde. Très bien, c'est beau, c'est une belle cause. Ces gens sont payés, les cadres dirigeants, entre 50 000 et 150 000 euros. Or, la définition d'une ONG pour la Commission, c'est de faire du bénévolat. Une autre définition, normalement, de la Commission pour octroyer des fonds à ces ONG, c'est ne pas faire d'activité commerciale. Or, Oxfam revend des produits. Très bien. Et cela ne l'empêche pas de percevoir des fonds. Autre point dans la définition des ONG, parce que la Commission a essayé de définir ce que c'était une ONG, c'est de dire qu'ils ne soient pas partisans, ni politisés, ni syndiqués. Or, si vous regardez un petit peu l'historique de Oxfam, l'ancienne porte-parole s'appelle Manon Aubry, comme un curieux hasard. Et aujourd'hui en France, celle qui pilote l'Oxfam France, c'est Cécile Duflot, une écologiste. Donc qu'on arrête de nous prendre pour des idiots, ces ONG, la plupart du temps, sont politisées. Et ce qui est intéressant dans le rapport aussi de la Cour des comptes, c'est de voir que finalement dans toutes ces ONG, il y a un tiers qui récupère le maximum de fonds de l'Union européenne. On a demandé à avoir cette liste, parce que c'est notre argent, c'est votre argent. Eh bien, la Cour des comptes n'a pas souhaité répondre à cette demande, et ainsi que la Commission. Donc ce manque de transparence persiste, ce qui pose problème pour nous en Commission compte, parce que notre rôle en tant que député européen, c'est de contrôler le budget. Donc il y a des outils, effectivement, pour nous, pour contrer cette posture. Donc on fait des alertes aux médiateurs européens,
Bon, pour l'instant, elle n'est pas très active, mais il va falloir un petit peu la réveiller. On peut faire aussi une alerte auprès du procureur européen roumaine. Je vous rappelle que c'est elle qui a ouvert le dossier des contrats Pfizer. On attend toujours qu'elle avance. Donc, il y a quelques moyens. Et puis après, il y a ce type de conférence qui nous permet d'échanger et de propager tout ce que nous, on peut voir de l'intérieur. Et ça permet de croiser toutes ces données et de publier, parce que c'est aussi ça, notre objectif, c'est de publier tout ce que l'on sait, parce que ça, ce qu'on dit souvent, c'est savoir, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux. Et c'est tout l'objectif de ces travaux et de ces recherches et de ces rapports, c'est de mettre en avant, voilà, aujourd'hui avec ces ONG, recouper avec le DSA pour en arriver à une conclusion, et je vais terminer par ça, parce que tout cet écosystème que vous voyez, alors, les rapports, là, et c'est très bien que Jacob nous alerte sur ce futur rapport sur les médias, parce que là aussi, moi je trouve que c'est important aussi de le rattacher à cet écosystème, parce qu'effectivement, il y a en ce moment en cours dans la commission culte, il y a un groupe de travail, et je sais, et je remercie de tous les députés qui sont là, et je vois qu'il y a aussi une députée qui est là, qui travaille sur ce sujet. Il y a effectivement en culte en ce moment un groupe de travail autour des médias, parce qu'effectivement, ils veulent éduquer les gens à l'information. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Je vous invite aussi, et je conclurai par ça, parce que c'est dans ce document de travail. Comme je vous l'ai dit, je suis dans la commission compte, et j'étais dans la commission IMCO pour suivre le DSA. Et la chance a fait que je suis aussi dans cette commission bouclier social sur la démocratie. Pourquoi je parle de ces trois commissions? Parce que commission marché intérieur, le DSA, commission compte, tout ce problème des financements des ONG. Et la conclusion, c'est ça, cette commission spéciale. Et qui, en fait, comme je vous l'ai dit, on l'a démontré, un écosystème des ONG qui sont là pour propager le narratif de la commission. On a à côté le DSA qui est là pour contrôler ce qu'on dit et nous censurer. Avec aussi, et c'est vrai que je pourrais prendre un peu plus de temps, sur la censure des individus, mais la censure et le contrôle des élections. On l'a vu avec les élections en Roumanie. On a utilisé TikTok pour annuler des élections. Il ne faut pas oublier. C'est ça la plus grande arnaque qu'il y a eu là ces 30 dernières années. On a utilisé un réseau social pour annuler les élections. Et la conclusion de tout ça, c'est que comme ils sont en perte, et vous l'avez dit, le mot crise. Oui, ils sont en crise. Quand Madame von der Leyen, il y a 2 ans, elle dit que la priorité, le premier des dangers, c'est pas la crise climatique, c'est pas la fin dans le monde, c'est la démocratie, c'est parce qu'ils ont compris une chose, c'est que le peuple ne voulait pas de ce narratif. La montée à chaque élection des partis dits souverainistes démontre que les gens ne veulent pas de ce discours. Et donc, pour contrer, parce qu'effectivement, en face, ils ne souhaitent pas, ils veulent nous contrer, donc ils utilisent tous les moyens du bord. Moi, je fais une aparté. En France, on empêche Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. Donc, on prend tous ces outils pour nous empêcher d'accéder au pouvoir. Et donc, pour conclure, puisque c'est l'objet aussi de cette petite présentation, c'est que la commission UDS, quand vous avez donc, comme je vous l'ai dit, propagande, contrôle de la censure, eh bien vous avez à la fin la mise en place d'une structure dite indépendante via la commission spéciale du bouclier de la démocratie pour la commission. Donc une nouvelle compétence à venir de la commission pour contrôler les médias et contrôler les partis politiques et les futures élections. Donc voilà, je termine par cette conclusion pour dire que il n'y a pas de hasard. Depuis 30 ans, tout est dans les tiroirs, qu'aujourd'hui c'est l'ère du numérique. Donc effectivement, avec le DSA, la volonté de contrôler nos discours, et puis, comme le père du pouvoir écrit, la volonté de créer une structure dite indépendante de la Commission, mais qui ne le sera pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Virginie. Beaucoup d'arguments très importants. Nous ne venons que de commencer de parler de ce bouclier démocratique et je pense que ça fera l'objet d'une autre enquête.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais demander à M. Bartolizza de prendre la parole. Merci, Jacob. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je voudrais remercier le MCC pour cet excellent travail réalisé et je remercie les organisateurs de cet événement. Je suis ravi d'être avec ma collègue Virginie et mon collègue Tom. La salle est folle, pleine, il y a très peu de sièges libres. Moi, je viens de Croatie, un pays merveilleux qui a adhéré à l'Union européenne en juillet 2013. Cette année-là, il y a eu une mobilisation de masse pour une initiative visant à organiser un vote national sur une question très importante. 700 000 signatures ont été collectées en seulement 2 semaines. Ce sont des bénévoles qui l'ont fait, des milliers de citoyens qui ont accordé leur temps à atteindre cet objectif. Un vote a eu lieu le 1er décembre 2013. Le camp que je défendais l'a emporté. À Bruxelles, on aurait pensé qu'on serait très content qu'un nouvel État membre puisse organiser cet événement démocratique. Il y a un panneau à l'entrée de ce bâtiment, démocratie en action. Ça a été de la démocratie en action, la société civile qui s'est organisée dans mon pays de manière indépendante, mais la Commission et les élites à Bruxelles n'étaient pas satisfaites parce que le but de ce référendum était de définir le mariage comme un mariage entre un homme et une femme, et ça devait être ancré dans la constitution croate. 2 tiers des citoyens croates ont voté pour cet amendement de la constitution. Mais ça n'a pas été perçu sous un bon œil à Bruxelles. Pourtant, ça a été un moment très important. Moi, j'ai même été contacté par le New York Times le lendemain. Ils voulaient une déclaration de ma part. Ils étaient choqués du fait que quelque chose qui allait tant contre le discours majoritaire l'ait emporté. Pourtant, ça a été le cas et ça peut encore se reproduire. Et après des années au Parlement, je me rends compte que Bruxelles préfère la conformité à la démocratie. C'est un point très important. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de toutes ces questions si importantes. Alors on parle beaucoup de diversité, de pluralisme, etc. Mais en fait, c'est une pensée de groupe qui domine ce bâtiment et cette ville. Les voix discordantes sont difficiles à faire passer. Le DSA, c'est un outil de plus pour faire taire toute voix dissonante. Cette supériorité morale que ressent l'élite fait qu'elle pense avoir le droit de diriger 500 millions de personnes. Thomas Sowell, qui est un philosophe américain, a très bien dit les choses quant à cette pensée dominante de l'élite libérale de gauche. Il dit qu'il y a un attachement émotionnel à cette vision qui fait qu'on n'autorise pas d'autres faits et arguments. Quoi qu'il se passe autour de cette élite n'est pas capable d'envisager les faits de manière rationnelle, d'envisager les problèmes de manière rationnelle du fait de cet attachement émotionnel, je dirais même religieux à leur vision. Et c'est pourquoi il y a cette répression. Au lieu d'ouvrir le débat, au lieu de permettre une meilleure liberté de parole, c'est l'inverse qu'il se passe. Et la réalité, c'est qu'ils croient dans le contrôle de l'expression et pas dans la liberté d'expression, dans la réglementation de l'expression. Et c'est un problème. On ne peut pas avoir une démocratie dans des pays libres sans ces libertés fondamentales. Les citoyens sont en train de s'en rendre compte dans toute l'Europe. C'est pourquoi l'Europe traverse cette crise. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait caractériser les choses. Autre fait qui me pousse à la conclusion que les élites ne peuvent pas quitter leur vision. Les leçons du Brexit n'ont pas été entendues. Au lieu d'envisager les erreurs faites par l'Europe par le passé, ce qui a fait qu'un des grands pays de l'Union européenne a quitté l'Union européenne, l'élite de cette ville continue à harceler
des États membres à les prendre de haut lorsque ces États membres ne sont pas d'accord avec ce qu'il se passe. Ce n'est pas un bon signe. Nous sommes des adultes responsables. Chacun peut penser, voter comme il le veut, et le Brexit a été vraiment un coup de semonce, ou plutôt aurait dû être un coup de semonce pour les citoyens européens et pour les institutions européennes. Or, on fait comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. C'est très perturbant. Preuve en est Chris Elston, Billboard Chris, que j'ai rencontré la semaine dernière au Parlement européen. Il a été arrêté le lendemain dans le centre de Bruxelles, tout simplement parce qu'il avait un panneau qui disait l'évidence et qui disait quelque chose de très vrai, à savoir qu'un enfant ne pouvait pas être né dans le mauvais corps. La police s'est occupée de son cas, les foules se sont tournées contre lui et il a dû passer plusieurs heures emprisonné. Moi, je vois des discours de haine qui sont pas seulement un concept problématique, mais ce sont des discours de haine considérés comme tels si l'on cite par exemple les évangiles. Dans certains pays, si vous citez les évangiles, si vous citez Saint Paul, vous pouvez être passible de poursuites pénales. C'est un problème. Les valeurs chrétiennes sont celles qui ont fondé l'Europe, la civilisation européenne, et nous n'avons pas à en avoir honte. L'harmonie entre la raison et la religion, c'est ce qui sous-tend notre culture. La gauche, les élites libérales l'attaquent justement de plus en plus. Et c'est pourquoi nous avons un problème politique. C'est une évidence. Enfin, je voudrais faire quelques remarques concernant les leçons tirées du communisme. Moi, je suis croate. L'héritage du communisme a été beaucoup plus difficile à surmonter que ce que l'on pensait lorsque le système communiste s'est effondré, heureusement, à la fin des années 80. Sous le régime communiste, eh bien, il y avait une répression de la société civile. On ne tolérait aucune institution, pas même l'Église. Aucune institution ne pouvait fonctionner de manière indépendante du pouvoir communiste. Aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, la situation n'est peut-être pas aussi extrême, mais on essaye de juguler la société civile pour la faire se conformer à ce qu'il faut. Et c'est le cas de l'Église aujourd'hui. Nous avons des institutions religieuses, la communauté catholique et d'autres communautés religieuses qui sont financées par l'État. Or, la règle d'or en politique, mesdames et messieurs, la règle d'or, c'est celui qui a l'or qui établit la règle. Et c'est le cas en politique. Les puissants règnent. On l'a vu avec la Commission européenne. On a entendu de nombreux exemples de ce qui est financé par la Commission européenne. Nous voyons qu'il y a des dysfonctionnements. Le journalisme ressemble de plus en plus à de la propagande, à une machine de propagande. Au lieu d'avoir des journalistes qui disent leur vérité aux puissants, nous avons des journalistes serviles qui servent le pouvoir. Et ça devrait nous inquiéter. En France, nous avons une affaire en justice contre le fondateur de Telegram. Il a donné une interview à Tucker Carlson. Je vous encourage à regarder cette interview parce que c'est vraiment choquant. Quelqu'un qui a créé et géré une entreprise avec des milliards d'utilisateurs dans le monde ne peut plus se déplacer librement.
Il ne peut plus aller en France, voir sa famille, etc. Tout ceci devrait nous inquiéter considérablement. Nous devrions vraiment nous demander où nous sommes aujourd'hui. Il est très important d'en discuter de manière ouverte tant que nous le pouvons. Je voudrais remercier MCC pour avoir organisé cet événement. C'est un signal très encourageant de voir cette salle pleine. Je suis ravie d'être ici. Moi, j'ai été élu pour faire entendre la voix des citoyens ordinaires qui sont très loin de ce qu'il se passe ici à Bruxelles. Les décisions ne sont pas prises de manière transparente. Les décisions ne sont pas prises de manière démocratique et nous devons contrer ces tendances. Nous devons faire preuve de persévérance et en fin de compte, les citoyens se feront entendre, nous l'emporterons, mais ça ne sera pas simple parce qu'on continuera à faire l'objet de répression, de manipulation de toutes sortes. Il faut donc que nous soyons à l'avant-garde de ce qu'il risque de se passer. Nous avons agi avec beaucoup de jugeote en Croatie. Nous avons organisé ce vote très tôt et nous l'avons emporté. Nous avons devancé les luttes LGBTI et vraiment nous devons avoir de plus en plus de signes de ce réveil des citoyens. Je vous remercie. Thank you so much. And yeah, Tom. Merci beaucoup. Tom, à vous la parole. Merci beaucoup. La politique, c'est une question de pouvoir et l'utilisation du pouvoir pour défendre des intérêts. Alors regardons comment se répartit le pouvoir dans la société. Un rappel historique. Au départ, nous n'avions aucun droit. C'était les évêques, les ducs qui décidaient. Nous n'avions pas de droit qui nous était propre. Et c'est la révolution démocratique des XVIIIe et XIXe siècles qui a tout changé. Nous sommes devenus des citoyens à ce moment-là. En devenant des citoyens, nous avons obtenu des droits inaliénables. Ceux qui étaient au pouvoir n'avaient pas le droit de remettre en cause ces droits des citoyens, parmi lesquels la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas un exercice intellectuel, c'est un instrument démocratique pour les citoyens, pour remettre en cause ceux qui détiennent le pouvoir. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'époque libérale, démocratique, ceux qui sont au pouvoir veulent y rester. La révolution technologique, par exemple la presse écrite au XVIe siècle, et puis ensuite la télévision, la radio et aujourd'hui les réseaux sociaux, tout ceci permet aux citoyens de faire respecter leurs droits en tant que citoyens pour remettre en cause ceux qui détiennent le pouvoir. La démocratie libérale, comme je vous l'ai dit, nous a donné des droits. La révolution démocratique nous a donné des droits, mais la démocratie libérale, elle est totalement corrompue, pervertie aujourd'hui. Nous n'avons plus le choix. Nous n'avons le droit que d'être d'accord avec ceux qui sont au pouvoir. C'est un accaparement du pouvoir. Ça a déjà été mentionné. Même si nos partis remportent les élections pratiquement partout, le pouvoir est accaparé. C'est le propre d'un régime autoritaire, pas d'un ordre démocratique. Il n'y a pas de transfert démocratique du peuple vers ceux qui détiennent le pouvoir. Aujourd'hui, c'est une technocratie qui gouverne. Et le Parlement européen en est un exemple absolument remarquable. C'est une démocratie de façade. Vous n'avez que le droit d'être d'accord, vous n'avez que le droit d'appuyer sur le bon bouton. Nous n'avons de siège à la tribune dans aucune commission parlementaire. Et je pense qu'on pourrait utiliser une citation très révélatrice, puisque les gouvernements
n'ont plus la confiance des peuples, pourquoi est-ce que les gouvernements ne dissolvent pas le peuple pour en élire un autre à la place? C'est exactement ce qui se passe dans l'Union européenne aujourd'hui. On veut dissoudre le peuple. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'innovation technologique sont utilisés fréquemment. Barack Obama, lorsqu'il a été élu le messie de la gauche progressiste, si je peux l'appeler ainsi, a mobilisé des Américains qui avant n'allaient pas voter. Au printemps 2011, Twitter a été utilisé pour mobiliser des citoyens contre des dictateurs autoritaires qui ont tous été renversés les uns après les autres. Et puis ensuite, le Brexit, et puis ensuite, Trump. Et puis d'un seul coup, alors les réseaux sociaux sont devenus très dangereux parce qu'ils allaient dans le mauvais sens, parce que les gens ne les utilisaient pas correctement. Et d'un seul coup, on a vu apparaître la censure. La censure sous plusieurs formes. La censure directe, suppression de postes, annulation de plateformes, de réseaux sociaux, interdiction, et puis une censure plus subtile, systémique, la suppression d'algorithmes, une façon d'obscurcir ce que vous postez. Vous pouvez poster ce que vous voulez, mais personne ne le voit. C'est carrément obscurci, caviardé. Ou alors vous ne recevez plus les posts qui vous ont été adressés. Ce sont des techniques assez répandues sur ma page Facebook. 150 000 messages en moyenne. Et pendant plus d'un an, j'ai été victime de cet obscurcissement de mes posts qui sont passés de 150 000 à 15 000. Donc je ne sais pas si Meta ou Greta Thunberg ont fait l'objet de mêmes tactiques. Alors on nous dit qu'il faut interdire les contenus illégaux. Et là, on voit apparaître des plateformes totalement sous contrôle, avec ces fameux signaleurs de confiance, avec des systèmes automatiques de suppression de messages, avec également une utilisation juridique totalement erronée des droits des citoyens et de la liberté d'expression. Il n'y a aucune liberté d'expression, il n'y a aucune responsabilité, aucune reddition de comptes. Dans les réseaux sociaux, qui décide? Il ne s'agit pas de contenus illégaux, il s'agit de contenus dangereux, nuisibles. Mais pour qui sont-ils dangereux? Justement, pour ceux qui sont au pouvoir et qui s'accrochent au pouvoir. L'idéologie du genre, lorsqu'on la condamne, c'est un discours de haine. Lorsqu'on parle de folie, des raisons, c'est de la fake news, c'est de la désinformation. Tout fait l'objet de manipulation. Et ce n'est pas suffisant pour l'élite au pouvoir. Maintenant, il y a ce fameux bouclier de la démocratie pour tout simplement se protéger contre la volonté du peuple. Voilà ce qu'ils appellent la démocratie. La démocratie, pour eux, c'est le consensus des élites. Ce qu'ils appellent l'état de droit, c'est l'obéissance à leur politique européenne, à leurs normes européennes. Ce qu'ils appellent droits fondamentaux, c'est le droit d'être d'accord avec les bureaucrates de Bruxelles. Et tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec cet ordre-là sont taxés d'antidémocrates. Thierry Breton, ancien commissaire français, l'a dit très clairement. Ils sont fiers de leur accaparement du pouvoir. Il a dit « Nous l'avons fait en Roumanie, nous pourrons le faire en Allemagne ». Voilà ce qu'il a dit avant les élections allemandes qui ont vu la victoire de l'AfD, de nos amis de l'AfD. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une force au moment. Pour les jeunes en particulier, 80% des jeunes électeurs utilisent les réseaux sociaux comme leur principale source d'information. Il ne s'agit pas de
théorie de la conspiration. Mark Zuckerberg l'a reconnu tout à fait franchement. Il a reconnu que différents gouvernements exercent une pression sur Meta pour supprimer certains comptes, certains contenus. Lorsqu'Elon Musk a acheté Twitter, il y a eu une enquête. Donc c'est tout à fait public, connu. La démocratie, aujourd'hui, est un système politique qui ne donne plus le pouvoir aux citoyens. Moi, je suis pour la véritable démocratie libérale, mais aujourd'hui, la démocratie est pervertie. Et je pense qu'aujourd'hui, il est urgent de restaurer les droits des citoyens, la renaissance de la démocratie qui doit incarner la volonté des peuples. Ceci dit, nous devons également rechercher des solutions. Qu'est-ce qui doit changer ? À mon avis, en matière de liberté d'expression en ligne, il faut qu'il y ait une ligne rouge très claire. Ce qui est légal offline doit également être légal en ligne. Ce n'est pas à la big tech, aux propriétaires des grandes plateformes, de décider ce qui a le droit ou pas d'être en ligne. Elon Musk a dit clairement qu'à son avis, la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté des riches. Mais ce n'est pas à Elon Musk de décider qui pourra voir quoi. Sinon, nous transformons nos démocraties en oligarchies. C'est le législateur qui doit décider des limites de la liberté d'expression. Et il est du devoir du législateur d'avoir une liberté d'expression aussi large que possible. Seulement les appels à la violence, à la haine directe ou la diffamation, la calomnie, ça n'entre pas dans les limites de la liberté d'expression. Mais à mon avis, tous les autres discours, eux, relèvent de la liberté d'expression. Et les tribunaux doivent faire respecter ces libertés, pas les plateformes, pas les ONG, pas les algorithmes. Il faut que nous ayons une transparence radicale. Les algorithmes doivent être publics. Les utilisateurs doivent savoir ce qu'ils utilisent. Ils doivent savoir quels sont les algorithmes fournis par les grandes compagnies de la tech. Ils doivent savoir ce qui leur permet d'accéder aux pages de leurs amis, de s'enregistrer quand ils créent un compte. Et les fonds de l'Union européenne doivent être correctement utilisés. Il faut prévoir une interopérabilité entre les différentes plateformes de la Big Tech. Qu'on puisse envoyer n'importe quel message, n'importe quel texto de n'importe quel téléphone, quel que soit le fournisseur, avec une interopérabilité entre Twitter, Facebook, Instagram, toutes les autres plateformes, pour qu'il n'y ait pas d'enfermement des utilisateurs, ce qui est complètement ridicule. Mon fournisseur, si je ne peux pas téléphoner ou envoyer des messages à des gens qui ne sont pas chez le même fournisseur que moi, ça n'a aucun sens. Donc l'interopérabilité, selon moi, c'est vraiment notre objectif majeur pour casser le système, pour sortir de ces abus de pouvoir de ceux qui sont dans la structure du pouvoir, qui sont les mêmes que les propriétaires des grandes entreprises, des grandes plateformes. Ce sont eux les menaces pour notre démocratie. Et j'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'était imparti. Je conclus, la liberté d'expression n'est pas l'ennemi de la démocratie, au contraire, c'est son ultime rempart. Merci Tom, merci à vous tous. Merci pour tous ces commentaires très variés qui nous permettent d'avoir un horizon plus vaste. Aujourd'hui, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je pense que vraiment la teneur de notre discussion est de très haute volée et je suis heureux de voir que nous avons un public nombreux. Si vous avez des questions, on va peut-être prendre les questions en groupe, donc ne répondez pas immédiatement. Je vous en prie. Si vous pouvez vous présenter d'abord. Merci.
Salvador Leal, chercheur ici à Bruxelles. Vous avez parlé d'oligarchie, d'accaparement du pouvoir. Je pense que vous avez de très bons arguments pour parler d'oligarchie et d'accaparement du pouvoir de la part des gouvernements, de la big tech. Mais qu'est-ce que vous proposez? La nationalisation ou créer des alternatives? Une sorte de formule monarchique comme celle de Musk ou de Zuckerberg? Bon, je vais prendre une autre question. Vous, monsieur, au premier rang, et ensuite nous discuterons. Merci, Norman. Fast Lisa, ça me semble particulièrement intéressant. Et j'ai été très impressionnée par ce que vous avez dit à propos des protocoles de rééducation. Vous êtes entré vraiment dans les détails, vous avez cité de nombreux exemples de désinformation, pas seulement à cause du DSA, mais à cause du financement de ces projets de recherche où nous avons des universitaires, des activistes qui font des campagnes pour rééduquer tout le monde. Mais ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Il est important de le comprendre. Est-ce que vous pourrez entrer un peu plus dans les détails pour nous expliquer comment ça fonctionne vraiment et quel est l'impact sur les gens d'une façon générale? Nous sommes vraiment une remarquable assemblée ici aujourd'hui. Nous sommes nombreux avec des intervenants passionnés, mais est-ce que le public est aussi passionné? Nous avons des campagnes nationales qui sont vraiment à prendre très au sérieux, et ça c'est quelque chose à prendre très très au sérieux lorsque nous avons à faire face à des activistes qui attirent l'attention sur ces manipulations absolument épouvantables, cette prise de contrôle. Je pense que la passion, elle doit être dans le public également. Merci. Je vous en prie, monsieur. Après, nous passerons aux réponses. Itmo Sommer, la souveraineté numérique européenne face au gouvernement américain, où est-elle? Quelles sont les menaces? Quelles sont les opportunités? Est-ce qu'il y aura davantage de contrôle? Contrôle pour qui? Et contrôle par qui? Merci. Je vais prendre les questions dans l'ordre. Je sais que Tom a été interpellé puisqu'il a parlé des discours de haine dans son intervention à propos de la Big Tech. Allez-y, Tom, et puis Norman aussi. Vous avez une question qui s'est adressée directement à vous, donc vous pouvez peut-être répondre tout de suite. Oui, rapidement, à propos de la Big Tech, je voudrais dire deux choses. Notre problème en Europe, c'est qu'on nous demande de choisir qui doit contrôler l'espace public, la Commission ou la Big Tech. Or, aucune de ces deux institutions ne sont fiables. Est-ce qu'on peut demander des comptes à la Big Tech? Impossible. La seule façon de leur faire rendre des comptes, ce serait purement et simplement de les abandonner, de ne plus les utiliser, que tout le monde en Europe les quitte. À ce moment-là, ils changeraient certainement très rapidement de politique. Mais est-ce que nous devons pour autant nous remettre entre les mains d'une instance non élue qui ne relève d'aucun contrôle démocratique? Moi, je pense que la seule solution, c'est de lancer une grande campagne publique dans tous les pays européens pour attirer l'attention sur ce qui est en jeu, une campagne en faveur de la liberté d'expression. Nous ne voulons aucun contrôle
En tant que démocrate, notre réponse au discours de haine, au discours nuisible, c'est davantage de discours, davantage d'expression. C'est seulement comme cela que nous aurons un impact, en ouvrant un débat public sur le sujet. Voilà, je pense pouvoir m'arrêter là. Virginie ? Oui, merci. Je vais essayer de répondre à la question sur l'oligarchie. Moi, je n'ai pas utilisé ce terme parce que je trouve que c'est un terme qui est plutôt utilisé par les socialistes. J'ai suivi le dossier DMA, Digital Market Act, qui était un dossier pour un petit peu limiter le monopole des GAFAM, des grands. Et c'est vrai que j'ai suivi ce dossier et on est en faveur d'un contrôle des GAFAM parce qu'effectivement, nous avons cette réalité que cette puissance de ces géants empêche l'innovation en Europe. Mais le problème, c'est pas les GAFAM, c'est l'Union européenne qui n'a rien fait depuis 40 ans, qui ne s'est pas donné les moyens de protéger certains secteurs. On a vu Nokia, premier téléphone mobile dans les années 90, 2000, et puis plus rien. On s'est fait racheter, et puis plus d'innovation. On ne forme pas nos jeunes à rester ici après en France. Ils s'expatrient dans des États où ils seront mieux rémunérés et où ils auront plus d'opportunités dans l'innovation. Donc la problématique, c'est pas les GAFAM, c'est l'Union européenne qui n'a rien fait depuis toutes ces années pour créer de la richesse ici, pour maintenir de l'innovation. Et nous, voilà, la seule chose qu'on a pu mettre en place pour lutter contre ces géants qui rachètent toutes nos startups, c'est le DMA, qui aujourd'hui est mis en œuvre. Et puis, c'est vrai que quand on voit d'autres pays qui se donnent les moyens, en fait, il ne faut rien attendre de l'Union européenne. C'est chaque État membre qui, comme on le dit, doit être souverain dans sa décision politique en matière d'innovation pour créer de la richesse. On le voit en France, effectivement, là, on va se faire aider par les Émirats pour créer un secteur dans l'intelligence artificielle. C'est bien qu'on se fasse aider, mais je dirais que c'est chaque État membre qui doit, dans toute cette pile de dossiers, en matière de budget, dans les priorités, c'est de se créer un cap sur 2050. Qu'est-ce qu'on veut faire pour nos concitoyens? Est-ce que c'est demain, effectivement, l'intelligence artificielle qu'il faudra mettre en priorité dans nos décisions politiques? Donc, on attend un peu trop de l'Union européenne. Moi, je pense que c'est aussi la faute de certains États membres qui n'ont pas réagi et peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas l'Union européenne qui nous étouffe? Et moi, je pense que oui, c'est la difficulté aujourd'hui pour certains secteurs, notamment dans le digital, où on se retrouve à faire des normes pour utiliser ces GAFAM, mais pas pour créer du GAFAM. Et c'est ça toute la problématique. Nous, on œuvre, Parti Patriote, et on passe à chaque dossier, on demande de la souveraineté, notamment autour du cloud souverain en France et dans l'Union européenne, il n'y en a pas. Alors qu'il y a pourtant des entreprises qui sont notamment françaises, qui OVH, je pense à OVH, et d'autres scale qui puissent répondre à cette demande. Et bien même la Commission qui pourrait, dans ses contrats d'appel d'offres, faire fonctionner ce type d'entreprise, au moins européenne, eh ben elle ne le fait pas. Donc c'est aussi une difficulté de voir que ceux qui veulent donner des leçons à la terre entière, eh bien ne s'appliquent pas ces mêmes règles. Merci Virginie. Oui, c'est tout à fait juste. C'est bien. La position présentée par Norman, est liée à l'absence de Big Tech en Europe. Oui, très rapidement. Ce pouvoir de la Big Tech, ce pouvoir de censure. Il faut tirer les leçons de notre histoire récente. Au cours du Covid, on l'a vu, l'utilisation de ces fact-checkers a échoué lamentablement. Et c'est bien que Facebook ait abandonné ça. Malheureusement, le gouvernement croate continue à dégager des fonds pour ces superviseurs des médias, ces fact-checkers. Et c'est un problème. C'est une attaque contre la liberté d'expression. Si on regarde la Chine et la censure réalisée par le Parti communiste dans ce pays,
Mais c'est le même résultat. Que ce soit la Big Tech, incitée par l'administration Biden pendant le Covid, ou le Parti communiste chinois, en fin de compte, le résultat, c'est un espace très contrôlé. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons vivre dans une société libre. Aux États-Unis, il y a un bon cadre juridique à l'heure actuelle, mais le problème, c'est que les gens qui adoptent ces lois sur la liberté d'expression, sur les médias, quand ils l'ont fait, ils ne pouvaient pas envisager qu'il y aurait un tel monopole, un tel pouvoir entre les mains des géants de la Big Tech. Ça, il faut le dire aussi. Il y a certains conservateurs dans les gouvernements qui préféreraient que les gouvernements ne s'impliquent pas dans le fonctionnement de ces entreprises privées. Mais en réalité, c'est eux l'agora à l'heure actuelle. Ils ont un pouvoir énorme. Ils peuvent influencer l'opinion publique. Et en politique, quand on est conservateur, il faut vraiment trouver la bonne solution. Il en va de notre survie. Il faut être clair. On ne peut pas simplement avoir confiance dans le bon jugement des régulateurs ou des gens de Bruxelles. En fait, il y a tellement de gens en ligne qui utilisent les médias sociaux, on ne peut pas suivre, contrôler ce qui se passe. C'est trop. D'un point de vue pratique, je pense que ce n'est pas possible. Mais en tant que politique, il faudra lutter pour ces libertés fondamentales. Ça qui est en jeu. Comme a dit Norman, la réponse est plus d'expression et pas moins. Merci, Tom. Vous avez été très convaincant quand vous avez parlé du besoin de faire en sorte que les plateformes restent des plateformes, des endroits neutres où on peut s'exprimer. Mais j'ai déjà entendu ces arguments aussi persuadants de la part des gens qui veulent fermer X ou Twitter parce qu'ils détestent le fait qu'il y a une liberté d'expression. Donc, moi, je suis d'accord avec vous en partie, mais on ne peut pas donner ces arguments pour ceux qui veulent utiliser contre des gens comme Elon Musk. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et il y en a certains, des éléments dans le monde des affaires ou dans les structures politiques qui, ensemble, travaillent pour limiter les droits des citoyens. C'est ça qui se passe. Ils ont peut déléguer cette censure aux Big Tech qui sont prêtes à coopérer. Ces entreprises Big Tech ne sont pas là pour défendre les droits des citoyens et les droits humains. Tout ce qui les intéresse, c'est leur profit. C'est ça, leur fonction, c'est d'engranger des bénéfices. Et maintenant, des plateformes de médias sociaux entre les mains du public, est-ce que je défends ça? Non, moi je suis un défenseur du marché libre, je ne suis pas socialiste, communiste ou quoi que ce soit de ce genre. Mais en réalité, il n'y a pas de liberté de marché dans le monde des médias sociaux. Il y a des acteurs dominants, chacun a son segment, LinkedIn pour ce qui est entreprise, affaires, Facebook pour les connexions familiales ou amicales. Sur Facebook, ce n'est pas une plateforme. Il n'y a pas d'autres plateformes de la même taille, de la même ampleur. On ne peut pas faire de campagne électorale sur Facebook. 50% des voix, 80% des jeunes ont comme source les médias sociaux. Donc il y a des situations de quasi-monopole. La liberté de marché, ce n'est pas une approche qui s'applique à eux. Il faut réglementer. Et le régulateur doit viser à défendre les droits des citoyens contre les abus de pouvoir de ces entreprises de la Big Tech. Mais j'irai encore plus loin. Nous avons beaucoup parlé de la liberté d'expression, essentielle pour la démocratie, mais si on réfléchit encore plus loin, vu la révolution avec l'intelligence artificielle, on voit maintenant à quelle vitesse la technologie évolue et les possibilités qu'elle offre. Alors, moi, je pense qu'à l'avenir, ce sont ceux qui ont les données qui établiront les règles, parce que ces gens-là sauront tout sur nous.
Il y a des médecins à intelligence artificielle et les patients ont l'impression qu'ils répondent mieux à leurs besoins. Pourquoi? Parce que ces médecins IA prennent du temps pour les patients, peuvent passer des heures avec eux, alors qu'un vrai médecin, un vrai docteur a d'autres patients dont il doit s'occuper. Maintenant, il y a ces plateformes de Big Tech qui introduisent des chats IA, des amis, par exemple sur Snapchat. Les jeunes, à partir de 10, 12, 14 ans, utilisent cette plateforme. Et ces chats IA sont de très bons amis. S'ils sont victimes de harcèlement dans la cour de récréation, ils trouvent des amis à qui parler. Bon, si on réfléchit à cela, si ces plateformes et l'IA, c'est tout de nous, et savent ce qu'elles doivent nous dire. Donc il va y avoir là un lien émotionnel créé par l'IA entre les personnes et les entreprises Big Tech. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais versé au débat, la question de la vie privée et de la propriété des données. Si nous ne garantissons pas la propriété des données des citoyens, la propriété pour les citoyens, et si on autorise cette mauvaise utilisation des données, eh bien, fondamentalement, on autorise les Big Tech à tout savoir de nous. Et ils ont tous les outils nécessaires pour tout manipuler, partout, y compris dans l'espace des idées, l'espace politique. Et ce sera de l'ingénierie sociale à une échelle inédite. Et ça, j'aimerais l'empêcher. Yeah, we'll definitely have to think a little bit more about AI, and I know Norman's got some thoughts on that. But oui, je ne vais pas entamer un débat avec Norman sur ce point, mais vous avez peut-être, je crois, des questions, madame, ici, et puis l'autre qui veut intervenir. Hello everybody, my name is Frida. Je m'appelle Frida, bonjour, et j'ai une question. En tant que citoyenne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour défendre nos droits, la liberté d'expression? Que peut-on faire, nous? Est-ce qu'on peut dire que les droits européens sont plus importants que les droits nationaux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter pour la liberté d'expression? J'ai une autre question. Je sais qu'on parle de liberté d'expression, mais je fais partie de personnes ici. Pas comment dire. Je voulais poser une question à propos de la diversité au Parlement européen. J'ai participé à Erasmus, qui est un programme européen. J'étais la seule étudiante de couleur parmi 90 étudiants européens. Et ça m'a semblé un peu étrange. Ici aussi, je suis la seule personne de couleur et je trouve ça étrange. Bon, j'ai travaillé dans le Parlement européen. J'ai remarqué que on ne voit pas beaucoup de diversité. Et j'ai lu un document la semaine dernière disant qu'il n'y a pas assez de femmes au Parlement européen. Est-ce que c'est vrai? Merci. D'autres questions? Adina Portaro de EDF International, organisation de juristes qui s'intéresse beaucoup à la loi sur les services numériques. Je voudrais remercier les organisateurs et les MCC de cet événement qui arrive à point nommé. Moi, je voudrais poser une question sur la révision du DSA. Vous le savez, dans ce texte, il y a l'article 91 qui prévoit une obligation pour la Commission européenne de procéder à une révision d'ici au 17 novembre. Au vu des engagements de l'Union européenne. Et nous demandons que cette révision inclue des engagements en matière de liberté d'expression. Dans l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux, Monsieur le niveau international, il y a la Convention des droits de l'homme et d'autres textes sur les droits civils. Et j'ai donc une question aux orateurs. Qu'attendez-vous de cette révision et que pouvons-nous faire dans ce contexte? Oui, question très importante. Oui. Merci. Merci à tous pour ces excellentes interventions. J'ai un commentaire et une question, en fait, une question que je me pose assez souvent, et vous peut-être aussi. Le contexte de la liberté d'expression, on se concentre beaucoup, à juste titre, sur les mots que nous utilisons, que nous publions, mais il n'y a pas que ce genre de discours. Dans notre société, il y a aussi d'autres menaces contre la liberté d'expression.
des humains. Dans l'art, par exemple, il y a de plus en plus de restrictions. L'art, si l'artiste n'utilise pas l'attitude politique correcte, eh bien peut-être que son œuvre d'art est aussi critiquable. Il y a le délit d'entrave, par exemple. Ça devient un crime que d'aider une personne qui aurait besoin d'aide. Par exemple, une personne qui voudrait commettre un suicide assisté. Et si on veut dire quelque chose d'utile, c'est la dimension morale aussi qui est menacée, parce que ça peut être un crime que d'empêcher cette personne de commettre un suicide. Il y a aussi les entreprises qui sont mises sous pression pour avoir des logos arc-en-ciel pendant le mois des fiertés, où il y a le droit international, par exemple. Ce que fait les Nations Unies sur l'immigration. Il y a une déclaration des Nations Unies disant que les médias doivent présenter la migration d'un point de vue positif et qu'il faut éduquer les journalistes pour aller vers cet objectif. Donc c'est un phénomène plus général dans notre société. Dans toutes nos activités en tant qu'être humain, les arts, la dimension morale, la dimension commerciale, la dimension juridique, c'est partout. Et donc je crois que dans l'Union européenne, il faudrait se concentrer bien sûr sur le DSA, sur la liberté d'expression, mais sans perdre de vue le contexte plus général de la restriction de nos libertés et de l'harmonisation des activités humaines qui est en cours. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est pas juste en ligne. Oui. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en français. Mon nom est Fabrice Leggeri. Je suis député européen du groupe des Patriotes, Rassemblement national en France. Je voudrais remercier tous les intervenants pour la grande qualité de ce qu'ils ont dit, et je souhaitais apporter un témoignage personnel qui a été vécu à propos du rôle nocif des ONG financées par la Commission européenne, mais aussi à propos de cette entreprise de rééducation culturelle de l'Europe telle qu'elle est menée par la Commission. Alors que j'étais directeur de l'agence Frontex, agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et que je voulais appliquer le mandat qui était de protéger les frontières de l'Europe contre l'immigration clandestine, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait des lobbies puissants d'ONG, et je croyais à l'époque que c'était limité à la problématique de l'immigration. Dès 2017, il m'est arrivé de voir que des ONG payées par la Commission européenne, 2017 c'est pendant la grande crise migratoire en Grèce, des ONG payées par la Commission européenne empêchaient la police grecque de faire son travail, c'est-à-dire de faire des contrôles de sécurité sur les migrants qui arrivaient. Et j'ai écrit une lettre à la Commission européenne que j'ai signée en disant que je demandais à la Commission européenne d'arrêter de financer des ONG qui empêchaient la police grecque de faire son travail et qui, indirectement, empêchaient mon agence de faire son travail, puisque le travail de Frontex était d'aider la police grecque. Et on m'a répondu, on m'a téléphoné, quelqu'un qui ne me voulait pas de mal m'a dit « Attention, tu as beaucoup énervé en très haut lieu des personnes très puissantes à la Commission. Fais attention parce que ça va déclencher des choses très graves contre toi. » Bon, la suite a montré qu'effectivement, il y avait des lobbies extrêmement puissants. Mais je voudrais aussi, sur l'aspect rééducation du langage, vous porter à votre connaissance une anecdote. Le bureau de représentation de Frontex a été attaqué à Bruxelles en 2021 et par des ONG, par des ONG financées aussi par la Commission. Et j'avais écrit immédiatement un email au cabinet de Mme von der Leyen et de Mme Johansson, qui étaient les commissaires à l'époque compétents, en disant que tout ça était le résultat de mois et de semaines et de mois de discours de haine, hate speech, qui avaient été diffusés avec la complaisance de la Commission contre Frontex. Et la seule réaction, et je disais que la solidarité avec mon personnel serait bienvenue, et la seule réaction qui a été celle de la Commission a été de dire, il y a eu un appel téléphonique à mon chef de cabinet pour lui dire « Votre directeur n'a pas le droit d'utiliser le mot hate speech. C'est pas pour lui. Il n'a pas le droit de parler de hate speech. » Voilà, c'est juste un témoignage pour dire que tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Je l'ai vu dans la vraie vie.
Oui, il y a encore une question, je crois qu'on a le temps, oui. Encore une? Et après, on va conclure. Merci. C'était très intéressant. J'ai une question. Je viens du Portugal. Pour ce qui est de ce financement des ONG, est-ce qu'on ne crée pas un cercle vicieux où on finance des ONG qui produisent des rapports qui nécessitent plus de financement? Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la Commission européenne investisse plus encore à l'avenir et que peut-on faire pour briser ce cercle vicieux de financement? Encore des questions? Sinon, je vais demander aux membres du panel de conclure. Oui, encore une. Puis chacun aura 2 à 3 minutes. Intervention au micro, hélas. Je voudrais féliciter les 3 intervenants. J'ai été au ministre des Affaires européennes en Irlande. Il y a eu 3 campagnes de référendum sur les traités. Et, entre autres, le gouvernement a promis aux Irlandais qu'on allait avoir une union plus ouverte, plus transparente, plus démocratique. Et c'est tragique d'entendre cette histoire que l'on entend ici. C'est tragique, mais j'ai une question. Et c'est une question à l'adresse du Parlement européen. Pourquoi est-ce que le Parlement européen lui-même s'autorise à se voir confier un rôle secondaire? Je vais vous donner un exemple. Il y a un instrument très puissant utilisé dans beaucoup de parlements, c'est le droit de poser des questions parlementaires aux ministres. Ces questions parlementaires, ça a été détruit, anéanti au Parlement. Regardez le nombre, il est toujours en baisse. Regardez les terribles réponses qui sont fournies. Le pouvoir des parlementaires fait face à une érosion permanente et je me demande pourquoi ça ne suscite pas plus d'indignation au Parlement. Parce que moi, ça m'indigne en tant qu'ancien parlementaire. Mais merci. Une question intéressante. Nous allons y réfléchir. Je vais demander aux membres du panel d'intervenir en 2 ou 3 minutes chacun pour conclure. Oui, il y a beaucoup de choses. Le rôle de la Big Tech, on y reviendra peut-être. Comment remettre en cause le DSA. Et puis aussi, on a dit que ce n'est pas simplement des incidents liés à ce qui se passe sur Twitter. Il y a aussi le contrôle des frontières, les consciences au quotidien. Voilà. Nous allons reprendre l'ordre des premières remarques. Norman. Merci. Merci beaucoup pour ces excellentes questions. Pour la révision du DSA, je serai bref. C'est lié d'ailleurs à la question de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a un problème fondamental ici. Nous, le public, n'avons aucune idée de ce qu'il se passe. Les grandes entreprises de la tech elles-mêmes ne comprennent pas l'IA qu'elles utilisent pour automatiser la détection et le retrait des discours de haine. La question n'est pas d'ouvrir les algorithmes, parce que si vous regardez les banques de données créées par le DSA, vous verrez qu'il y a des centaines de milliers de postes chaque mois qui sont retirés, mais on n'a pas accès au contenu. Donc, nous ne pouvons demander de compte à qui que ce soit parce que nous ne savons pas, en fait, ce qui est retiré. Et ça n'est pas public. On voit les chiffres. Si vous faites une recherche à partir de discours de haine, vous verrez que des centaines de milliers de posts sont retirés, mais vous ne savez pas ce dont il s'agit. Il pourrait très bien s'agir de discours de haine, mais aussi de points de vue politiques légitimes. Il faudrait donc mener une campagne pour faire en sorte qu'il y ait plus de transparence, mais de vraie transparence. Ça doit faire partie de notre mode opératoire. Et ma révision du DSA, ça serait de s'en débarrasser, mais ce n'est pas ce qui va se passer. Une dernière remarque qui est tout à fait liée à la question que l'on m'a posée tout à l'heure concernant l'impact de ces projets. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer uniquement sur l'IA et la Big Tech? Le problème de tous ces projets, ce qui pose vraiment problème, c'est
qu'il ne s'agit pas de simples textes, de simples mots couchés sur le papier. Il s'agit d'organisations qui sont financées pour créer des choses concrètes dans nos sociétés, des réseaux de jeunes, des réseaux très larges que l'on rééduque, que l'on indoctrine pour que ces personnes deviennent la police de la pensée pour la Commission. On délègue en fait la censure. Mais c'est encore plus insidieux en fait. Avec le DSA et avec ce contrôle, on part du principe que la Commission a le droit de déterminer ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être. Et en fait, aujourd'hui, de la big tech à l'utilisateur, on a de l'autocensure qui apparaît parce qu'on a des systèmes d'IA qui détecteront en quelque sorte ce que vous allez écrire avant même de le faire. Alors vous aurez un assistant numérique qui vous tapera sur l'épaule en disant « T'es sûr que tu veux écrire ça? Attention à ce que tu vas dire. Hein » ou quelque chose de ce genre. Nous l'avons internalisé et c'est vrai notamment pour les jeunes dans le cadre de ces projets de rééducation. En fait, on a déjà incorporé ce type de pensée, c'est la nouvelle pensée. C'est-à-dire que, quoi qu'on fera avec les algorithmes, si nous-mêmes nous nous censurons, nous n'aurons aucune chance de nous en sortir parce que nous limiterons ce à quoi nous pouvons penser, ce à quoi nous pouvons nous opposer dans le monde réel. Et ça, mesdames et messieurs, ça aura des impacts bien plus importants que n'importe quel algorithme. Merci. Merci. Virginie, 2 à 3 minutes, s'il vous plaît. Essayer d'être brève et répondre à toutes vos questions concernant la révision du DSA. C'est vrai que c'est une mention qui est écrite dans ce règlement où il y a une révision qui est prévue par la Commission qui proposera au Parlement. Effectivement, on voit que depuis 1 an, ce débat revient à chaque fois, notamment quand il y a des élections. Donc, il y a une volonté de la part de certains députés pour réouvrir, réexaminer le DSA parce qu'effectivement, ils voudraient aller plus loin. C'est ça la problématique. Plus loin dans le contrôle des GAFAM, plus loin dans le contrôle de la liberté d'expression. Donc, je dis prudence. On a la chance, la chance aujourd'hui, on verra demain, d'avoir la commissaire du numérique, Madame Henna Virkkunen, qui, a priori, veut défendre ce principe de la liberté d'expression. Et au regard de toutes les auditions que nous avons eues jusqu'à présent, avec notamment la Commission qui, je le rappelle, a ouvert différentes enquêtes auprès de ces différentes plateformes, aujourd'hui sont à ce stade encore dans l'enquête. Il n'y a pas de révision, de demande en tout cas de révision qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Il y a un groupe de travail sur le DSA. À chaque fois, il y a des réunions, mais il n'y a pas encore eu l'intervention de la commissaire. Donc je suppose que pour l'instant, elle va attendre nos résultats pour se prononcer. Donc on suit le dossier. Moi, je ne suis pas pour une révision du DSA. Pourquoi ? Parce qu'il est quand même assez bien ficelé. Et surtout qu'il y a une tendance vraiment de la part des députés qui sont en perte de pouvoir, parce que c'est aussi cela qu'il faut relier à cette demande de révision du DSA, pour surtout il faut savoir que pour les élections en Roumanie, on a utilisé le DSA, on a donc convoqué TikTok au regard de 2 mots rattachés à un sous-article, l'article 34.c et le processus électoraux. On a utilisé ces 2 mots pour faire un guide de 20 pages et pour effectivement contrôler les élections. Donc oui, il y a ça aujourd'hui avec ce texte, il y a cette demande de réexamen. Il faut aussi être prudent, il faut rattacher cet examen. Aussi, attendons aussi ce que va pondre, je dis pondre, sans jeu de mots, Madame Loiseau, dans la commission du bouclier sur la démocratie, puisqu'il faut relier cette commission spéciale qui va donc faire naître un nouveau rapport, donc qui est toujours en étude, et c'est Monsieur Taubé qui est en charge de ce rapport, pour voir ce qu'ils vont nous pondre, parce qu'effectivement, ils veulent relier cette commission spéciale avec cette nouvelle structure dite indépendante, avec le DSA. Donc, je pense qu'il faut voir, et on aura les amendements en préparation cet été. Le dossier, on l'aura sans doute, peut-être à la fin de l'année.
Donc, ça sera mois de novembre. Donc, ça sera concomitant à cette demande de réexamen. Donc, oui, on est en alerte sur cette demande de révision par rapport à ce dossier, puisqu'effectivement, vous avez bien vu que c'est le nerf de la guerre, puisque, comme on l'a dit, c'est un des outils pour contrôler notre liberté d'expression. Et puis, concernant, madame, votre demande sur la diversité, sur le Erasmus, le problème des femmes qui sont pas trop présentes, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est assez bien représentés. Je pense qu'en politique, comme vous le savez, surtout quand on est dans cette frange, eh bien, on prend plus de coups que de caresses. Mais c'est pas grave. On est là, on a beaucoup de personnalités qui font très bien leur travail. Et moi, j'invite toutes les personnes qui ont envie de s'engager en politique de le faire. Et on nous a demandé aussi qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen. Je veux dire, déjà, la première chose, c'est d'aller voter. Parce qu'il y a beaucoup d'abstention le jour J. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le pouvoir a peur des élections, a peur du vote du peuple, en fait. Et donc, on voit bien que c'est cette résistance, c'est d'aller voter qui est une façon de montrer qu'on ne souhaite pas de cette politique, qu'on est contre aussi ce bilan de l'Union européenne. Et donc, c'est un des moyens de se faire entendre. Et puis moi, j'ai envie de dire aussi de partager, il faut profiter aussi de tous ces outils que nous avons, cette petite liberté grâce aux réseaux sociaux, de partager et de commenter tous ces travaux qui, pour vous, sont utiles pour faire avancer le débat. Voilà pour mes petites réponses. Thanks so much, Virginie. Merci, Véronique. Merci. Please. Monsieur Bartolizza. Oui, je voudrais ajouter quelque chose qui vient d'être dit. En principe, je suis contre les codex qui sont des formes de coercition. Nous devons plaider pour le mérite en politique comme ailleurs. Je voudrais relever la question posée par l'ancien député irlandais. Au Parlement, nous avons des auditions, nous posons des questions au commissaire. Ma première expérience a été au mois de novembre, 2 étages en dessous de cette salle pendant une audition, et j'ai constaté en fait qu'il n'y avait pas de suivi. C'est-à-dire que vous utilisez votre temps de parole, vous posez une question, il y a une réponse ou pas d'ailleurs. C'était avec l'audition du commissaire maltais. Je lui ai demandé de définir ce qu'était une femme. Il n'a pas pu le faire et je n'ai pas pu avoir de suivi à ma question. Il n'a pas répondu à ma question. Il a éludé ma question. Donc les possibilités dont nous disposons sont très limitées. On est dans un théâtre, en fait. Les commissaires avaient fait l'objet d'un accord a priori, donc il n'y avait pas de suspense. Tout le monde a joué son rôle. Et ce ne sont pas les meilleurs éléments européens qui sont au poste de commissaire. Ce sont des responsables qui ont échoué dans leur pays et on les envoie à Bruxelles. Donc le processus ne fonctionne pas. Il n'y a pas de jeu politique comme il y en a aux États-Unis. Parce que si quelqu'un est face au sénateur et qu'il a 10 minutes de parole, on peut l'interrompre, lui poser des questions. Ce n'est pas possible ici. Donc en tant que député, nous devons faire entendre notre voix. Nous devons insister pour que le Parlement joue son rôle à plein. À Bruxelles, il n'y a pas plus de contrôle. Les contrôles ne fonctionnent pas. Si la Commission décide d'ignorer une décision de justice, eh bien, elle s'en tire sans problème. Personne ne forcera qui que ce soit à faire respecter ses décisions. C'est vraiment un dysfonctionnement, c'est un abus de pouvoir. Et on ne peut pas s'y habituer, on ne peut pas accepter ce type d'abus de pouvoir au sein de l'Union européenne. And Tom, please, your concluding thoughts.
Merci. Je vous passe maintenant la parole, Tom. Oui, je crois qu'on va poser 3 questions. Qu'est-ce que les citoyens peuvent-ils faire? Eh bien, je pense que les citoyens doivent faire entendre leur voix. On n'a jamais fait changer les choses en restant silencieux. Il y a des tactiques d'intimidation qui sont en cours et je ne pense pas que ce soit un symbole de force de la part de ceux qui sont au pouvoir. C'est un symbole de faiblesse, en fait. Le système ne fonctionne pas. Le système est fragile parce que ils ont peur des citoyens, ils ont peur du fait que les citoyens s'opposent à eux et fassent entendre leur voix. Donc il faut faire entendre notre voix. Dans mon pays, il y a une affaire en justice concernant un jeune militant, des jeunes militants universitaires qui ont partagé des mèmes sur un groupe privé. Une de ces personnes a été élue pour mon parti, mais on l'a privé de ses droits civiques maintenant pour 10 ans, alors qu'il n'a pas partagé ce mème, mais il était dans le groupe dans lequel ce mème a été partagé. Donc c'est complètement absurde. C'est un peu aussi absurde que l'ancienne RDA qui s'appelait démocratique, mais qui ne l'était pas. Autre question, la révision du DSA. Moi, je ne suis pas très optimiste. Alors, on a lancé quelque chose et en fait, le but est d'étendre la boîte à outils à l'infini. Mais il y a une solution. Le DSA est mis en œuvre au plan national. Donc, nous contrôlons la mise en œuvre du texte. Mon parti a présenté une proposition législative devant le Parlement flamand qui est compétent. Nous voulons des amendes de 1 million d'euros par jour pour chaque poste qui a été censuré de manière illégale. Parce que ce qui compte pour les grands de la tech, c'est l'argent. Il faut donc s'attacher à limiter leur volonté de censure en s'en prenant à leur portefeuille. Alors, nous sommes dans une hyper-réalité, cela a été dit, je crois, M. Kartheiser en a parlé. On a le mois des fiertés, semble-t-il, ce mois-ci, avec une promotion de la dégénérescence. Alors on voit cela partout, à tous les coins de rue, de votre réveil à votre sommeil. Il faut même vous faire rêver des fiertés. Si on en avait le moyen, on vous ferait rêver des fiertés. C'est une réalité qui n'est pas réelle, sauf si on l'impose. Steven, votre question quant à savoir ce qu'est un homme et une femme, c'est clair. Il n'est pas nécessaire d'imposer la réponse parce qu'elle est claire. Il y a des hommes et il y a des femmes, point à la ligne. Il n'y a pas 118 genres. Donc tout ceci est absurde, c'est un mensonge et on n'y croira pas, sauf si on impose à tout le monde d'y croire. Très très peu de temps, s'il vous plaît. Oui, la question irlandaise concernant le Parlement européen. Alors il faut bien comprendre que ce Parlement européen fait partie de cette démocratie de façade en Europe. La démocratie, ça veut dire que les citoyens sont souverains pour se gouverner. Il n'y a pas de société civile européenne. Il y a 27 États-nations, 27 sociétés civiles, 27 démocraties. Il n'y a pas de démocratie européenne. Donc nous pouvons tout à fait défendre les intérêts de nos électeurs, défendre notre démocratie. On a beaucoup de points communs, bien sûr, mais la démocratie européenne, ça n'existe pas. On a ici quelque chose qui ressemble à la Corée du Nord, une machine à applaudissements. Plus vous applaudissez, plus vous avez de chances d'obtenir un job après avoir perdu les élections. On a ces portes tournantes avec des députés qui ne sont plus élus et qui deviennent chefs de cabinet de Manfred Weber ou au sein de la Commission européenne. Voilà. Je m'en tiendrai à ces commentaires. Merci. Il me reste à vous remercier. Je voudrais remercier tous les intervenants d'avoir participé à cette discussion très importante.
Vous avez des informations concernant les rapports dont il a été question aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations en ligne sur notre site, le site de la MCC. Je pense qu'il y a un café qui attend tout le monde à l'extérieur. Vous pourrez poursuivre les discussions. Merci à toutes et à tous.